Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Aurore Charbonnier pour BNP Paribas. Donc, on se parle ce matin et je vous remercie pour l'invitation sur ce salon donc de la finance pour les étudiants de Cage. On va se parler ce matin de tout ce qui est préparation au recrutement, donc un atelier conseil, coaching, CV et lettre de motivation et entretien, donc tourné, orienté vers la finance, mais vous verrez bien que sur la présentation que je vais vous partager, nous serons plutôt sur des essentiels, du pratico-pratique que vous pouvez transposer à tout univers, mais c'est toujours bien de se le rappeler. Donc, je me présente, Aurore Charbonnier, je suis gestionnaire individuel de carrière chez BNP Paribas au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis en charge d'un portefeuille de collaborateurs que j'accompagne dans leurs projets de carrière. Et je suis également en charge du recrutement d'une partie des alternants et des stages longue durée. Je vais vous partager ma présentation. Hop. Et nous allons débuter. Donc, pour cet atelier conseil, coaching, CV, lettre de motivation, on va reprendre ensemble les essentiels. Donc, avant toute chose, votre CV, qui reste une opportunité de faire une bonne première impression, donc au premier coup d'œil. Donc, c'est important de le soigner. Donc aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de CV. Donc que choisir sur sa forme, sa couleur, son style. Donc pour les étudiants jeunes diplômés, ce qui sera votre cas, une page seulement. Vous pouvez mettre des couleurs, ça aujourd'hui, y compris dans le domaine de la finance, c'est quelque chose qui peut bien évidemment se faire, mais éviter l'effet sapin de Noël. Donc il faut quand même rester sobre. Un CV simple et aéré sera toujours plus agréable et donc plus efficace pour le lecteur. Donc, votre CV doit refléter aussi votre personnalité. Chaque CV est unique, donc vous devez en être fier, c'est le vôtre. Donc ça se travaille et on prend le temps, on s'inspire de ce qu'il peut y avoir par ailleurs. Je vous ai mis un petit panel de ce qu'on pouvait retrouver. Dois-je mettre une photo ? Alors, la photo n'est pas obligatoire, bien sûr, mais si vous en mettez une, elle doit être professionnelle. Donc, évitez les photos de vacances, les filtres Snap, les postures trop décontractées ou trop coincées. Restez vous-même, mais gardez en tête que vous devez refléter une image professionnelle. Donc, faut aller à l'essentiel sur votre CV. Un CV, les recruteurs passent moins d'1 minute. Donc, je vous ai mis un ice tracking d'un CV. En moins d'1 minute, le recruteur doit comprendre en fait l'essentiel de votre CV. Donc, voilà comment on doit positionner son CV, comment on doit organiser son CV avec une zone chaude de lecture. On retrouvera le titre, on y reviendra avec les informations à retenir essentielles. Voilà, les compétences sur le côté, mais il doit y avoir un mode de lecture à suivre pour être efficace sur son CV. Mettre un titre, c'est essentiel. C'est essentiel de mettre un titre pour aller droit au but. Le titre, il va refléter votre candidature. Donc, le recruteur, il a besoin de voir le métier, donc de reprendre soit l'intitulé du poste, stage, alternance, la durée et à partir de quand vous êtes disponible. Donc, je vous ai mis des exemples. Voilà, le conseiller de gestion de patrimoine à partir de juin, recherche d'un stage de fin d'études en gestion d'actifs passifs à partir d'avril. C'est important qu'à la première lecture sur votre titre, on puisse avoir déjà un maximum d'informations et de savoir à qui on a affaire. Une introduction, ça c'est important. Il faut qu'il y ait une présentation sur 2 lignes, il faut qu'elle soit courte, mais il faut mettre en avant la formation suivie pendant le stage ou l'alternance, l'école, le rythme que vous pouvez avoir si on est sur une demande spécifique et de pouvoir équilibrer aussi vos soft skills et votre hard skills. Donc pensez aussi à indiquer, c'est important dès votre introduction, votre mobilité. Donc on va être dans le
cadre du pitch qu'il faut savoir travailler. On va le retrouver sur votre CV et vous verrez que le fait de travailler ce pitch-là en introduction aussi sur votre CV, ça vous préparera voilà, sur d'autres supports que nous verrons après, lettre de motivation et aussi l'entretien. On va revenir sur le format du CV. Pourquoi une marge synthétique? Il faut mettre en avant les spécialités, les compétences, les outils, les langues, des centres d'intérêt. Donc, c'est utile pour le recruteur de bien identifier les critères recherchés rapidement. On revient un peu à l'ICE tracking que je vous ai montré juste avant et d'utiliser aussi les mots-clés. Les outils que vous savez utiliser, faut les valoriser, ceux qui sont attendus dans l'offre. Donc, listez aussi les langues sans mentionner celles où vous n'avez que des notions. Encore une fois, il faut aller à l'essentiel et mettre en avant réellement vos compétences. Donc, il faut rester pertinent. Indiquer le niveau avancé, courant, maîtrisé. Une validation du niveau TOEIC ou du niveau B1, B2, voilà, sont des références qui sont communes. Donc, voilà, restez sur ces indications-là. Indiquez les centres d'intérêt aussi, mais indiquez vos centres d'intérêt les plus pertinents. Ne parlez d'intérêts divers que si vous les maîtrisez. En fait, le test, c'est d'être en capacité de se dire si on me pose une question sur ces sujets-là, est-ce que je suis en capacité de pouvoir en parler pendant plus de 5 minutes. Donc, le classique, j'aime le cinéma, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'indiquer, mais indiquez-le et précisez quel type de film vous aimez le plus et d'être en capacité de pouvoir discuter autour de cette thématique-là. Donc, c'est important, mais encore une fois, il faut être certain d'être en capacité de pouvoir échanger et d'argumenter sur ces sujets-là. Donc, vos formations et diplômes, c'est l'occasion de montrer bien évidemment votre expertise. Avez-vous pensé à mettre un lien sur votre dernière formation? Ça peut être important. Les recruteurs ou les managers ne peuvent pas connaître toutes les spécificités de toutes les formations, notamment dans les contenus et dans les rythmes. Donc, tout comme les expériences, s'il y a beaucoup de diplômes, ne mettez pas le bac. Il faut alléger au maximum et mettre en avant vraiment votre expertise ou les spécialités que vous avez pu choisir et valider sur la fin de votre cursus. Si le diplôme n'a pas été obtenu, précisez-le tout simplement aussi pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'entretien. Donc, il faut être là encore une fois le plus pertinent. Donc, mettez un maximum d'informations pertinentes, succinctes et claires. Votre école ou votre formation, si elle est récompensée, il faut savoir aussi le mettre en avant. C'est un élément rassurant, c'est un élément de qualité aussi pour le recruteur ou le manager. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en avant toutes ces informations-là pour vous démarquer. Si vous avez aussi des certifications, mettez-les en avant et faut en apporter la preuve aux recruteurs. Je pense dans le domaine de la finance, si vous avez eu l'occasion à travers des années césure, stages longue durée, si vous avez eu l'occasion de valider votre AMF, c'est important de pouvoir le mettre en avant. C'est également le cas pour des outils digitaux ou des logiciels spécifiques. Donc, pensez à le mettre en avant et d'être en capacité aussi d'en apporter la preuve. Vous verrez tout au long de ma présentation, l'idée est de pouvoir argumenter au maximum. Vos expériences. Évidemment que vous n'avez peut-être pas moult expériences, mais c'est important de réussir à les mettre en avant. Avec quelle pertinence? Il va falloir valoriser les expériences qui sont le plus en lien avec les missions proposées. Donc, il faut que vous les sélectionnez si vous en avez trop, avec cette notion de pertinence. Donc, les jobs étudiants sont aussi des expériences qui peuvent être intéressantes pour un recruteur, puisque dans toute expérience, on développe des compétences. Donc, posez-vous la question de quelles compétences j'ai développées dans tel ou tel job ou dans tel ou tel stage. Et si c'est en lien avec le poste pour lequel vous postulez, n'hésitez pas effectivement à le mettre en avant. Précisez aussi à chaque fois la période, le temps et la typologie de contrat.
c'est important. On ne va pas avoir la même notion, le même regard, la même notion d'expertise pour, pour un poste, si on a été assistant de chargé d'affaires entreprise, on n'aura pas le même regard sur une durée de stage de 3 mois et une durée de stage de plus de 6 mois. Donc c'est important de préciser à chaque fois les périodes. Pourquoi ne pas mettre vos projets tutorés? Peut-être que bon nombre d'entre vous ont eu l'occasion de mener des projets tutorés. C'est un plus, mais c'est un plus si et seulement si ils ont un intérêt pour la mission. Il faut toujours se poser cette question de qu'est-ce que ça va apporter à mon recruteur pour ce poste-là de mettre en avant mon projet tutoré. Voilà. Donc posez-vous ces questions-là et n'hésitez pas à mettre en avant ces expériences qui peuvent être significatives ou à valoriser, si vous n'en avez pas assez, de valoriser des expériences, même des expériences scolaires. C'est important d'être en capacité de pouvoir démontrer les compétences travaillées. De la même façon que si vous êtes engagé, montrez-le. Ce sont des actions qui permettent d'acquérir des compétences dites transverses et qui vont montrer vos valeurs humaines. Donc, pour toutes les actions menées vie associative ou autres, n'hésitez pas non plus à le mettre en avant dans votre CV. Concernant les informations à apporter pour détailler vos expériences. On part toujours du principe que 3 bullet points max pour chaque expérience, pour ne pas avoir un CV qui soit trop chargé. Je vous l'ai dit en préambule, il doit tenir sur une page. Donc voilà, c'est un travail aussi. Là aussi, vous verrez tout le travail de préparation sur votre CV. Donc je vous ai mis un exemple pour un poste de commercial. Mettez en avant vos expériences commerciales, votre orientation client, vos résultats obtenus. Pour décrire cette expérience-là, il faut être pertinent, pas besoin de trop d'informations, mais utiliser les mots-clés. Il faut énumérer, commencer par un verbe, organiser, gérer, piloter. Gardez toujours les descriptifs des postes sous les yeux en rédigeant votre CV pour toujours faire le lien et avoir cette pertinence. Parler des fonctions aussi, des objectifs clés, des réalisations concrètes. Il faut être en capacité, encore une fois, d'organiser, d'argumenter vos expériences. Pourquoi se mettre à la place du recruteur? Ce qu'il attend de vous pour répondre aux besoins du manager qui encadrera le stage, l'alternance ou votre futur job. Il faut faire le lien avec le poste auquel vous postulez et développer plus particulièrement les compétences attendues. Donc, décrire votre rôle en imaginant que le recruteur n'a pas non plus travaillé dans l'entreprise. Vous pouvez être dans le cas où vous allez passer dans des entreprises de recrutement, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui délèguent cette partie-là. Donc voilà, pensez-y aussi que le recruteur que vous avez en face sur une première sélection n'a pas travaillé dans l'entreprise et donc n'a pas forcément toujours tous les termes dits trop spécifiques. Donc là aussi, il faut que vous soyez le plus précis possible et d'avoir la capacité de développer votre savoir-faire avec des mots simples. Alors ça, c'est important de faire relire son CV. Le CV doit avoir 0 faute. Clairement, on le dit, c'est la première impression. Votre CV, ça va être le premier contact que vous allez avoir avec le recruteur ou le manager recruteur dans certains cas. Donc, n'hésitez pas à faire relire votre CV. Il se peut que parfois, on passe énormément de temps à travailler, retravailler son CV et la coquille, on ne la voit plus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire lire votre CV à une tierce personne pour s'assurer qu'on est au clair, qu'il n'y a pas de faute, qu'il n'y a pas de coquille. Donc, il faut le partager et éviter aussi dans vos CV tout ce qui est acronyme. Là aussi, encore une fois, je vais prendre un exemple qui nous paraît être évident, mais qui va bien illustrer. Si vous avez eu un job saisonnier à la CPAM, ne précisez pas CPAM. Mettez caisse primaire d'assurance maladie. Tout le monde ne connaît pas toutes les entreprises pour lesquelles vous avez pu avoir une expérience que vous pourriez mettre en avant.
Avant qu'on passe à la suite, je souhaitais aussi vous apporter, des précisions sur, le lien LinkedIn. Le lien LinkedIn, il est très souvent mis en avant sur les CV. Je vous invite effectivement, à mettre votre profil LinkedIn sur votre CV. Aujourd'hui, les recruteurs, s'inspirent beaucoup et vont aller creuser, sur votre LinkedIn. Mais là aussi, on est sur un réseau professionnel. Donc soignez votre présentation sur votre page LinkedIn, votre pitch, hein, votre introduction, on y revient. Voilà, si vous l'avez eu fait, bah, ça devrait faciliter le travail à faire au niveau de votre CV. Mais là aussi, attention, au réseau que vous avez développé. C'est-à-dire qu'on est bien sur un réseau professionnel, donc c'est important d'aller soigner, bah, les relations peut-être que vous avez, dans votre, profil LinkedIn. Est-ce que c'était en lien aussi avec, l'univers dans lequel vous souhaitez, intégrer une entreprise? Si vous, mettez en avant, partagez, likez des articles, voilà, il faut avoir une ligne directrice sur votre profil LinkedIn. Donc mettez-le en avant, oui, mais attention que ça corresponde bien aussi, à l'univers pour lequel vous postulez. La lettre de motivation. Bon, c'est une lettre, voilà, qui doit être unique, donc on va éviter les lettres bateau. Attention au mauvais copier-coller. Voilà, c'est vraiment du pratico-pratique que je vous apporte, mais si je vous le dis, c'est que ça se voit encore beaucoup trop souvent. Est-ce que, la lettre de motivation est encore aujourd'hui, obligatoire? Bah, pas forcément. Pas forcément, on vous demande plus obligatoirement, d'adosser votre CV à une lettre de motivation. Ça peut, être le cas parfois, et si c'est le cas, bah, il faut savoir, la travailler en mettant, de la valeur ajoutée. Si c'est pour redécrire votre CV, il n'y a aucun intérêt. La lettre de motivation peut des fois servir à départager entre plusieurs candidats. Ça doit être assez court, succinct, mais surtout, mettre en valeur, enfin faire le lien entre les valeurs de l'entreprise et vous-même. Petit conseil, si c'est pas forcément précisé d'avoir une lettre de motivation, moi je vous invite aujourd'hui plutôt à travailler le mail de motivation. Pourquoi? Très souvent aujourd'hui, on pousse nos CV, par mail directement. Le mail de motivation, il a déjà un intérêt, c'est-à-dire que, bah, ça va se retrouver dans le corps du mail, ce qui évite d'aller ouvrir, une pièce jointe en complément. Donc dès la réception du mail, déjà, vous avez la possibilité, bah, de faire la différence et de mettre en avant, voilà, à travers ce mail de motivation, le pourquoi vous avez poussé votre CV, pour tel ou tel poste. Là aussi, si vous envoyez votre CV, par mail, mettez un titre à votre CV, mettez bien votre prénom, le nom et le poste pour lequel vous candidatez. Dites-vous que le recruteur peut recevoir, énormément de CV, il les classe très certainement. Voilà, il faut faciliter aussi la tâche du recruteur pour qu'il puisse vous retrouver, le plus facilement possible. Il faut toujours avoir des preuves de, ce que vous avancez. Donc là aussi, dans votre lettre de motivation ou dans le mail de motivation, que vous allez adosser à votre CV, il faut que les arguments, que vous allez mettre en avant soient imagés d'exemples concrets de réalisation. C'est important, encore une fois, de pouvoir justifier, argumenter, et préciser déjà au premier contact avec le recruteur que vous savez de quoi vous parlez, que, cet intérêt, il se porte là, parce que vous avez, déjà travaillé votre projet professionnel à travers les différents stages que vous avez peut-être pu choisir, à travers votre formation et d'illustrer là aussi, tout ce que vous pouvez mettre en avant en termes de compétences. Donc ça, c'est important. Gardez-le bien en tête, d'être toujours en capacité de pouvoir, argumenter. On va passer sur la notion, du coaching sur l'entretien. Ça, c'est important. Donc on part du principe que vous avez déjà, passé l'étape, du CV, de la lettre de motive ou du mail de motivation. C'est-à-dire que, le recruteur ou le manager a déjà décelé à la première lecture que votre profil
correspond à ses recherches. Donc là, il est essentiel de se préparer. C'est certainement de la réédite pour vous, mais c'est important de tenir compte de ces conseils-là. Il est impossible de prédire exactement les questions auxquelles vous serez confrontés lors de l'entretien, mais certaines reviennent si fréquemment qu'il serait bien osé de ne pas y réfléchir à l'avance. En entretien, souvenez-vous que pour convaincre, il ne faut pas se contenter d'affirmer, hein, il faut aussi justifier ses propos par des exemples concrets, hein, je viens déjà de vous le répéter, mais vraiment c'est la clé du succès d'une bonne préparation à un entretien. Et donc se pencher aussi sur ces possibles questions, c'est s'assurer d'être en mesure de formuler des réponses argumentées, différentes les unes des autres et percutantes le jour J. Donc vraiment, le maître mot, c'est la préparation, hein, pour maximiser ses chances de réussite. Et quand bien même ces questions ne vous seraient pas posées au fil de l'entretien, le fait d'y avoir réfléchi en amont vous rendra de toute façon bien plus confiant face au recruteur et vous permettra de distiller inconsciemment, au hasard de vos réponses, des arguments auxquels vous n'auriez pas pensé sinon. Donc c'est vraiment essentiel. Bon, comment se déroule un entretien? Voilà, il y a très souvent l'introduction du recruteur, règles de l'entretien et rappel du poste, présentation du candidat et les questions d'évaluation de capacité comportementale et ou technique. C'est important d'être concentré au moment effectivement de cette introduction du recruteur, de façon à bien retenir les consignes données et ne pas hésiter à reformuler. Vous verrez que le recruteur vous donnera un cadre et un timing aussi défini. On peut se retrouver des fois, moi j'ai très souvent l'occasion de faire des job dating. Très clairement, les règles sont données dès le départ. Notre entretien se déroulera pendant 15 minutes. Voilà, j'attends de vous, vous vous présentiez, que vous mettiez en avant tel et tel sujet. Donc voilà, c'est important de se concentrer et de s'assurer que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à reformuler si besoin. Anticipez les questions du présentez-vous, parlez-moi de vous. Alors c'est une question quasiment inéluctable, hein. C'est une entrée en matière qui paraît simple, mais qui peut déstabiliser un candidat. Donc c'est l'occasion d'expliquer brièvement qui vous êtes, ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez fait par le passé et ce que vous souhaiteriez entreprendre par la suite. C'est cette notion du pitch dont je vous ai déjà parlé. Il faut être en capacité de se présenter en moins d'1 minute. C'est important, c'est essentiel pour vous qui allez vous retrouver dans ces situations d'entretien et de recrutement. Mais de toute façon, c'est un exercice qu'il faut savoir faire tout au long de sa vie professionnelle parce que vous serez amené de toute façon à travailler en réseau, à développer votre réseau et d'avoir cette capacité de se présenter rapidement avec de l'impact, c'est important. Je vous invite vivement à préparer ce pitch, ce qui vous permettra de pouvoir répondre à cette question et puis de pouvoir orienter aussi la discussion sur le terrain où vous êtes le plus à l'aise. Donc le storytelling va vous aider en ce sens-là. Et de ne pas perdre non plus dans un monologue hésitant et surtout de mettre en valeur vos atouts. Donc le storytelling ou communication narrative en français permet de mieux capter l'attention et de vous démarquer des autres candidats en racontant une histoire. Donc il y a l'histoire qui est la vôtre et l'histoire qui va susciter l'intérêt du recruteur. La notion de qualité-défaut, elle est importante. Mais là aussi, bon voilà, attention à indiquer un défaut qui peut être une qualité dans le poste recherché. Si on s'oriente sur un poste qui est plutôt avec une orientation commerciale, voilà, la notion de bavard peut être un défaut, mais sur une notion de commerce, on va y trouver un intérêt. Donc, savez-vous présenter vos savoirs? Ça, c'est une question aussi à se poser pour être le plus à l'aise possible et le plus percutant possible lors de l'entretien. Donc, pour appréhender les compétences, savoir-faire, savoir-être et savoir, le savoir, c'est ce que nous savons, nos compétences théoriques, celles que vous avez apprises et qui seront traduites aussi à travers votre CV sur les différentes formations, votre parcours école. Les hard skills et les soft skills. Donc, les anglo-saxons envisagent la compétence sous un angle bidimensionnel.
et c'est de plus en plus porté et c'est de plus en plus recherché aujourd'hui et les entretiens sont souvent orientés en ce sens-là. Donc le hard skill regroupe à la fois le savoir et le savoir-faire. Donc ce sont les compétences techniques qui ont traditionnellement tendance à être validées par une formation et leur exécution. Donc savoir faire cette différence sur vos compétences sont essentielles. Donc savez-vous présenter vos savoir-faire? Ça, ce savoir mettre en avant, c'est la maîtrise d'un domaine. Donc je sais recruter 15 personnes par an, je sais gérer un projet en mode agile. C'est le je sais plus le verbe d'action plus un chiffrage d'activité. Là aussi, c'est ce qui va vous permettre de mieux vous positionner et d'ancrer voilà, face aux recruteurs le fait que vous êtes le bon profil, c'est un domaine dans lequel vous avez déjà évolué ou pour lequel vous vous êtes projeté en ayant eu la curiosité et aller chercher l'information nécessaire. Hein. Donc, le savoir-faire, c'est ce que nous savons faire et nos compétences pratiques et opérationnelles. Donc, c'est important d'avoir cette notion de verbe d'action. Savez-vous présenter vos savoir-être? Cette notion de compétence plutôt dite transverse, donc le savoir-être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres. C'est les fameuses soft skills qui désignent donc ce savoir-être, ces compétences relationnelles et humaines intrinsèques qui font la personnalité d'un individu et dont fait partie l'intelligence émotionnelle. Donc le savoir-être prend de plus en plus d'importance pour un recruteur et ce dernier cherche en effet à savoir si le candidat sait adapter son comportement selon la situation et surtout s'il saura s'adapter à l'entreprise dans laquelle il a postulé. Donc ce que le recruteur recherche avant tout, c'est l'assurance que le candidat sait se montrer professionnel et qui pourra intégrer facilement l'entreprise et l'équipe qui la compose. Donc ça, c'est important de réussir à se poser les bonnes questions et là aussi d'être en capacité d'argumenter. Donc je suis dynamique parce que je fais. J'ai le sens de l'initiative parce que j'ai mis en place telle ou telle chose. Toujours dans l'argumentation, l'illustration. Les autres questions auxquelles se préparer, ce sont les questions classiques, mais comme je vous l'ai dit en introduction sur ce chapitre autour de l'entretien, il faut se les poser en amont. Donc, pourquoi avoir postulé à ce poste et dans notre entreprise en particulier? Quelle est la réalisation professionnelle dont vous êtes le plus fier? Que mettriez-vous en place en arrivant à ce poste? Donc, posez-vous ces questions-là et surtout, soyez curieux. Quand vous postulez dans une entreprise, renseignez-vous un maximum. Donnez-vous un maximum de chances de pouvoir échanger avec le recruteur autour de l'entreprise, ses valeurs, ses dirigeants, la notion de RSE aujourd'hui qui est importante. Voilà, donc soyez curieux, informez-vous, c'est important et ça vous donnera aussi tout un tas d'éléments pour pouvoir répondre à ces questions-là. Comment faut-il répéter son speech? Alors là, comme le CV où je vous invite à le faire relire par des tierces personnes, un entretien, ça se prépare. Un entretien, ça se prépare face à son miroir s'il faut. Il faut savoir s'exercer à voix haute pour maîtriser son débit de parole, en anglais aussi si besoin, en respirant par le ventre. C'est important et c'est important de s'exercer pour être le plus fluide possible. C'est quelque chose d'important. Vous allez avoir quelques minutes face au recruteur et plus vous serez à l'aise avec la préparation des questions que nous avons vues en amont et plus vous serez naturel pendant cet entretien-là. Vraiment, c'est essentiel de s'exercer et de s'exercer à voix haute. L'évaluation des compétences. J'ai voulu faire revenir sur ces compétences-là, puisque on l'a vu, dans votre CV, c'est important qu'elles soient mises en avant en fonction du poste pour lequel vous postulez. Dans votre lettre de motivation
ou votre mail de motivation, il faut être impactant, donc vous allez en mettre en avant quelques-unes pour sortir du lot. Lors de l'entretien, il va falloir que vous illustrez le pourquoi vous êtes fait pour ce poste-là, le pourquoi cette compétence-là est identifiée chez vous. Donc c'est important de se poser ces questions-là et de s'y préparer un maximum. Donc, je vous ai mis en avant un focus des compétences essentielles et on est bien sur du soft skill, on est bien sur de la compétence plutôt comportementale. Donc, comment va-t-on évaluer votre capacité à collaborer? Donc, au travers d'une précédente expérience de travail en équipe, pourriez-vous me décrire quelle a été votre contribution à l'atteinte des objectifs communs? Ça, ce sont des questions que vous retrouverez assez couramment. C'est pour ça que ça me paraissait important de vous les partager pour aller détecter cette compétence de capacité à collaborer. La capacité à communiquer, elle est aussi essentielle. Donc, on peut vous la poser suivant les postes. Si vous êtes sur des postes où vous allez travailler en équipe et où votre manager va peut-être chercher à avoir en vous une notion d'animateur aussi, il va s'assurer ou il va rechercher le candidat qui aura cette aisance en termes de communication. Parlez-moi d'une réunion, d'une présentation que vous avez animée. Quels moyens avez-vous utilisés pour être en communication pendant la réunion? Voilà, ça, ce sont des questions aussi que vous pourriez trouver. Votre capacité d'organisation. La capacité d'organisation, aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle, mais en recherche d'efficacité constante, on peut vous tester sur ce sujet-là. Donc, on peut vous demander une mise en situation. Racontez-moi une situation dans laquelle vous avez eu à gérer une charge de travail très importante. Qu'avez-vous fait? Comment vous êtes-vous organisé? Donc voilà, toutes ces questions-là vont vous aider à pouvoir dérouler le fil de la justification de la compétence et de la capacité d'organisation. Capacité d'adaptation, là aussi essentielle aujourd'hui. Donc, lors d'une prise de poste réussie, comment vous adaptez à votre nouvel environnement et aux personnes qui le composent. Soyez prêts à répondre à cette question-là. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous allez intégrer une entreprise pour un poste et vous verrez que votre parcours professionnel, que ce soit dans cette entreprise-là ou dans une autre, sera fait de zig et de zag. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va peut-être vous intégrer dans une entreprise pour un poste pour lequel on a détecté que vous avez les compétences requises techniques, mais il y aura le coup d'après dans l'évolution dans l'entreprise, quelles seraient vos possibilités d'adaptation, comment vous pouvez évoluer au sein de l'entreprise. Donc, pour ce poste-ci au sein d'un collectif, mais aussi dans l'avenir. Comment va-t-on évaluer votre rigueur et précision? J'ai envie de dire qu'en plus, dans le domaine bancaire, c'est une compétence qui est essentielle et qui est très recherchée. Donc, soyez aussi en capacité de pouvoir répondre à cette question-là pour justifier que vous avez la rigueur requise pour mener des missions qui pourraient vous être confiées. Donc, racontez-moi une situation professionnelle dans laquelle vous avez veillé à limiter les erreurs malgré une deadline courte. Comment avez-vous fait? Quand on arrive au terme de l'entretien, le avez-vous bien compris est très souvent la dernière question. Le recruteur ou manager évaluera également la compréhension, en fait, savoir si, dans le cadre de cet échange de l'entretien, vous avez bien saisi l'environnement et les enjeux du poste. Donc, c'est aussi à ce moment-là que vous êtes en capacité de pouvoir reformuler. Reformuler soit pour avoir un éclairage complémentaire sur un sujet évoqué lors de cet échange-là, soit pour démontrer que vous avez bien compris. Vous avez bien compris, vous avez mis les pieds et que vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous et l'environnement dans lequel vous allez mettre les pieds. Et le mot de la fin, le mot de la fin, n'hésitez pas, soyez jusqu'à la fin de l'entretien en capacité de pouvoir faire une ouverture. Surprenez le manager ou le recruteur pour qu'il retienne votre candidature. N'hésitez pas non plus à poser des questions sur la suite.
sous quel délai j'aurai de vos nouvelles, quelle est la suite du process de recrutement dans votre entreprise. N'hésitez pas, vous êtes en droit aussi voilà, de demander d'avoir cette information-là pour vous projeter ou pour vous fixer une deadline, à partir de quand je peux reprendre contact avec vous. Voilà. Donc, c'est une occasion aussi voilà, de terminer votre entretien et voilà, de pouvoir sortir du lot une fois de plus. Voilà pour moi comment j'ai souhaité aujourd'hui vous redonner certainement des informations que vous aviez, mais vous redonner peut-être un peu de vernis et puis un peu d'attention, surtout sur la préparation du CV, la préparation de la lettre de motivation et surtout l'entretien de la préparation. C'est essentiel, de la personnalisation et surtout voilà, du questionnement. Posez-vous toutes les questions nécessaires, toutes les questions qui pourraient être abordées pendant l'entretien. Plus vous serez préparé et plus vous serez à l'aise aussi voilà, dans cet échange-là et vous aurez beaucoup plus de capacité à sortir du lot. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai apporté quelques informations complémentaires. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je sais que vous avez voilà, le chat qui est à votre disposition. Alors, quels sont les critères qui font que nos CV sont présélectionnés suite au premier tri effectué par les ordinateurs ? Bon, alors les ordinateurs, juste pour revenir, le tri se fait tout simplement sur cette notion de niveau d'études, hein, c'est-à-dire qu'avant toute chose, sur une annonce, on recherche un certain niveau et une certaine formation. Donc là, il y a un premier tri. Le second va se porter sur les expériences passées, la mise en avant des compétences. On sait très bien que pour des jeunes diplômés, vous n'avez pas évidemment l'expérience requise. Pour autant, nous allons chercher à creuser sur les différentes expériences passées si vous avez les compétences recherchées sur le poste. Quels sont les soft skills à mettre le plus en avant pour une candidature dans le domaine bancaire selon vous ? Alors, la capacité d'adaptation, je vous l'ai dit, est une compétence essentielle. La rigueur est aussi une compétence essentielle. Après, dans le domaine bancaire est large. On a énormément de métiers qui sont quand même très orientés commerce. Et donc là, la notion d'orientation résultat est essentielle. Que devons-nous mettre en avant dans le message à ajouter aux candidatures spontanées ? Alors, sur les candidatures spontanées, je vais vous parler de mon expérience chez BNP Paribas. À aujourd'hui, quand nous avons des besoins de postes identifiés, que ce soit sur de l'alternance, du stage longue durée ou du CDI, CDD, nous avons systématiquement des annonces en face. Donc, je ne dis pas que les candidatures spontanées ne fonctionnent pas. Je dis juste que pour ma partie, sur ce que je connais chez BNP Paribas, il y aura quand même peu d'opportunités. Donc, de mettre en avant, mettez en avant le titre du poste pour lequel vous souhaiteriez intégrer cette entreprise. C'est ce que je vous invite plutôt à mettre en avant, ce qui montrerait votre motivation sans avoir eu d'annonce à postuler dans l'entreprise parce que c'est ce poste-là que vous souhaitez, pour lequel vous êtes fait et que vous souhaitez intégrer l'entreprise pour ces éléments-là. Bonjour, auriez-vous des conseils concernant les tests de sélectivité logique numérique ? On est sur du test psychotechnique, donc je vous invite, voilà, aujourd'hui on trouve assez facilement de quoi s'exercer
sur internet. Donc je vous invite voilà, tout simplement à vous exercer à passer ces tests-là, hein. Ce sont des tests qui sont éliminatoires, donc là aussi, voilà, de l'entraînement devrait faciliter, le passage de ces tests-là. Est-il déplacé de poser des questions sur l'entreprise pendant l'entretien, dont les réponses sont évidemment pas accessibles sur internet? Non, ce n'est pas déplacé. Ce n'est pas déplacé du tout. Au contraire, c'est aussi une façon de mettre en avant votre curiosité. Là aussi, le manager, le recruteur, voilà, mettra un stop, rapidement s'il n'est pas en mesure de pouvoir vous y répondre pour des raisons de confidentialité ou déontologiques. Mais pour autant, moi je vous invite justement à poser des questions. Est-il intéressant de faire un CV vidéo dans le domaine de la finance pour se différencier des autres candidats? Alors, c'est pas qu'il y a un intérêt particulier à le faire, c'est que, évidemment qu'en mettant en avant un CV différenciant, vous allez marquer les esprits. Après, le CV vidéo, sera peut-être plus recherché sur du domaine plutôt, marketing, communication ou autre. Ce sera peut-être pas forcément le secteur bancaire qui sera le plus recherché. Bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter, de passer une bonne journée. J'espère que cet échange, voilà, vous a apporté des informations complémentaires, et surtout la vigilance à avoir, voilà, sur la bonne préparation. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. J'ai plus qu'à vous souhaiter, voilà, bonne route et bonne chance, dans vos futurs entretiens.